Moi, je pense autre chose. C'est mon travail va me permettre d'être heureuse. Et je suis consciente que je vais tomber sur peut-être des gens malveillants, je vais vivre des échecs, il va y avoir des périodes difficiles, mais au contraire, j'ai hâte de vivre tout ça parce que je vais vivre justement, je vais ressentir plein de choses. Or qu'à mon boulot actuel, j'en sentais rien. Je vivais rien, c'était plat. C'était plat, ouais, sans il n'y avait saveur. pas de challenge, parce que c'était pas... Il y avait aussi le fait que c'était pas ma boîte. Donc je voulais faire des choses, mais eux pensaient autrement. Donc voilà, il y a plein de choses aussi qui font que je voulais faire mon truc, quoi. Et quand je me suis dit, j'en ai marre de vivre pour le regard des autres ou pour faire plaisir aux autres, même si c'est mes parents, je les respecte, je les adore, mais ils ont eu leur vie, ils ont eu la chance de la vivre comme ils ont voulu la vivre, et c'est à mon tour maintenant. Donc c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience que si j'ai envie de cuisiner, je cuisine. Bienvenue sur la chaîne Sanasté. Sanasté a pour objectif de favoriser le bien-être global. Accompagnés de nos coachs, nous allons prochainement proposer des ateliers reposant sur 3 piliers. Des cours de sport pour tout niveau, des échanges et ateliers autour de la cuisine healthy, participer à des conférences de personnes inspirantes. Nous sommes convaincus que le bien-être est un cumul de ces 3 piliers indissociables. Le but de cette chaîne est de vous offrir des podcasts réguliers dans lesquels nous accueillons des personnes inspirantes et qui ont décidé de faire. Cette semaine, nous rencontrons Stéphanie Guillemette, une amoureuse de la cuisine prônant une alimentation saine, de saison et locale. Stéphanie vient tout juste de lancer son activité en tant que chef à domicile et pour des événements éphémères. Elle entend bien vivre de sa passion et démocratiser sa cuisine à travers la France et pourquoi pas à travers le monde par le biais des brunchs qu'elle organise. Durant ce podcast, nous discutons de son parcours, de la place de l'alimentation dans notre quotidien, de soutien aux agriculteurs, d'écoute de soi pour aller mieux, de la puissance des rencontres pour se créer des opportunités et de bienveillance. Pensez à nous suivre sur nos réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook, ainsi que sur cette chaîne. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie, tu es chroniqueuse culinaire, ancienne community manager. Tu as testé plus de 300 restaurants et tu es cuisinière privée depuis peu. Tu prônes aujourd'hui une cuisine saine et incites ta communauté à combattre ses peurs et à suivre ses envies. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours ? Alors rapidement, j'ai 26 ans, je suis moitié française, moitié brésilienne et j'ai fait une école de commerce pour commencer mes études à Paris quand j'avais 17 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai commencé à travailler dans la téléphonie, donc, c'est-à-dire chez Samsung et Wiko, qui sont 2 marques de téléphone. Et à côté de ça, j'ai toujours été passionnée de cuisine, saine en particulier. Parce que quand j'ai fait un Erasmus au Brésil, j'ai pris énormément de poids, donc 10 kilos en 8 mois. Et là, j'ai décidé de continuer de cuisiner, mais de manière saine. Au début, c'était une cuisine vraiment pas gourmande et très ennuyeuse et sans goût. Et en me documentant, en lisant énormément, j'ai appris à cuisiner sainement, mais de manière plus gourmande. D'accord. Et là, ça m'a vraiment pris aux tripes, c'est-à-dire que c'est devenu une vraie passion, la cuisine. Et plus le temps passait, et plus j'avais envie de me lancer, malgré les réticences de mes parents, de mon entourage, ou même mes peurs matérielles. Est-ce que je vais arriver à vivre de ce métier si je me lance ? Et du jour au lendemain, un matin, je me suis réveillée et j'ai décidé de me lancer parce que ça se passait vraiment pas très bien à mon boulot et que je me suis dit que j'avais rien à perdre. Donc j'ai décidé de me lancer en tant que chef à domicile et chef pour des événements éphémères. Ok. Voilà. En préparant l'interview, je voyais que tu avais notamment collaboré au sein du fooding.com. Ouais, j'ai écrit des chroniques pour eux l'année dernière, une dizaine, sur les restaurants du 5e arrondissement. Ok. Quel regard portes-tu sur ce passage-là, sur cette expérience ? Est-ce que ça t'a servi à arriver où tu en es aujourd'hui ? Est-ce que ça a démultiplié ta motivation ? Enfin, plutôt décuplé ta motivation ? Cette expérience avec le fooding a été super enrichissante pour plein de choses. Première chose, parce que j'ai testé des restaurants qui étaient très différents de ceux que je testais et ça m'a permis de rencontrer des chefs, de parler avec eux, de comprendre leur histoire. Parce que quand on écrit une chronique pour le fooding, il faut vraiment aller très profondément
pas seulement dans ce qu'on mange, mais aussi le restaurateur, quelles sont ses préférences et son parcours aussi. Et tout ça, ça m'a permis de m'ouvrir à des cuisines différentes, des façons de cuisiner différentes et de faire des belles rencontres. Donc, premièrement, ça, c'est le côté très enrichissant du fooding. Deuxièmement, c'est l'écriture. Ouais. C'est quelque chose que j'aimais faire dans mes hobbies, en toute intimité. Et au final, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire sur les restaurants parce que c'est vrai que le style de fooding est très particulier. Il y a un vocabulaire, il y a tout un univers qui est très propre au fooding. Et j'ai été très, très contente de le faire parce que je me suis bien approprié l'univers pour le coup. Donc ça aussi, ce côté écriture, je suis contente d'être passée par là parce que c'est quelque chose que je faisais pas du tout et que potentiellement je pourrais proposer aussi à l'avenir pour d'autres journaux ou d'autres guides. Et par ailleurs, ce qui est aussi gratifiant, c'est qu'une fois qu'on met le fooding sur son CV ou sur sa bio compte Instagram, c'est vrai que les gens s'arrêtent plus, sont plus curieux et peut-être nous estiment plus, malgré le fait qu'il y a d'autres choses que je peux faire qui soient peut-être plus intéressantes que des chroniques, mais c'est vrai que c'est gratifiant dans le sens où on nous met sur un certain piédestal. En fait. Ouais, c'est une belle carte de visite. Exactement. Okay. L'environnement dans lequel tu as grandi, c'est quoi ? Alors, hormis le Brésil. Oui, donc c'est vrai que j'ai la double nationalité et on est 3 filles à la maison. Plus ma mère, plus une nièce, donc on est beaucoup que des femmes. Et moi, je suis au milieu. Alors, donc j'ai une grande sœur, j'ai une petite sœur. Donc c'est vrai que j'ai été toujours un peu tiraillée entre les deux. Et dans mon enfance, on va dire que j'étais très vite ouverte d'esprit parce que j'habitais en Normandie, Le Havre, qui est une toute petite ville où il ne se passe pas grand-chose. Et surtout à l'époque, d'ailleurs, maintenant ça a un peu bougé. Mais quand j'avais 10 ans, on a déménagé avec ma mère seulement et mes 2 sœurs pour aller vivre à Bruxelles parce que ma mère travaillait à la Commission européenne. Et du coup, j'ai étudié à l'école européenne de Bruxelles et on était mélangés avec toutes les nationalités européennes. Donc j'étais avec des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Allemands, toutes les nationalités de l'Union européenne. Et du coup, ça te pousse déjà à 10 ans d'être ouvert sur d'autres cultures, d'essayer de parler d'autres langues pour que les autres enfants te comprennent. D'être dans un environnement très melting pot. Okay. Et ça, je suis sûre que ça m'a permis d'être très vite ouvert d'esprit. Et du coup, je m'en suis rendu compte parce que quand je suis rentrée en Normandie, au Havre, là, ça m'a fait un gros choc. Parce qu'effectivement, quand on habite dans une toute petite ville qui est limite un village, on va dire, et qu'on a vécu à 10 ans plein d'expériences différentes avec des nationalités différentes, on se dit waouh, finalement, mais la vie, c'est pas que la Normandie et le Havre, du coup, la ville où j'habitais, c'est autre chose. Ouais, il y a un monde devant moi. Il y a vraiment autre chose. Et ça, tout de suite, ça m'a permis d'être ouvert d'esprit. Ensuite, mes parents étaient hyper occupés avec leur boulot respectif. Mon père a sa boîte, ma mère était directrice d'un master à l'université, donc mes parents n'étaient pas souvent présents, pour les activités avec les écoles, etc. Oui, mon père était très présent pour le coup le week-end, par contre, parce que j'ai fait 15 ans d'équitation, il était toujours là pour m'accompagner pour les compétitions. Mais sinon, on était très autonomes, toutes les 3, très jeunes. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir à 17 ans pour aller à Paris et débuter des études d'école de commerce. Donc pendant 5 ans, j'ai fait le SCE, c'est une école post-bac, donc je suis passée par un concours pour l'intégrer. Et là, j'ai eu 3 expériences à l'étranger. Donc je suis partie à Vancouver faire un stage, je suis partie à Cordoue faire un échange Erasmus et je suis partie au Brésil 8 mois pour faire un stage et étudier aussi dans le même temps. Parce qu'au Brésil, ce qui est pratique, c'est que si on étudie, c'est soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Donc du coup, on a toute la journée libre pour bosser et du coup, j'en ai profité pour faire un stage chez Ubi France, qui maintenant s'appelle Business France. D'accord. Voilà. Et voilà à peu près le parcours, l'ambiance familiale. Voilà. Ok. Tu disais en préambule que ton expérience au Brésil a été marquée par une prise de poids. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça a été le déclic de ton projet actuel
Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu prends déjà à cet âge-là conscience que bon, je vais pouvoir rectifier le tir et je vais poursuivre ma formation, ma carrière en marketing ou autre? Non, ça n'a pas été le déclic où je me suis dit tiens, je veux faire ça de ma vie. Par contre, ça a été le déclic sur ce côté le bien-être passe par la nourriture. Ça, j'en suis persuadée. Dans le sens où au Brésil, il faut savoir que c'est une nourriture très riche. Ouais. Il y a beaucoup d'alcool parce qu'il y a beaucoup la fête. D'accord. Et la fête pour tout, hein. Donc du coup, tout a une raison pour célébrer. C'est ça qui est magique là-bas. Du coup, c'est compliqué d'avoir un régime alimentaire sain, malgré tout ce qu'on peut penser. Il y a des fruits à foison, etc. Mais le Brésil est assez victime de tout ce qui est junk food. Comme le Mexique, hein, Coca est partout, McDo est partout et dans les shopping malls, il n'y a que des étages remplis d'enseignes junk food et malheureusement c'est là où les gens se retrouvent le plus parce qu'il faut savoir que le Brésil est très dangereux, donc les gens se réfugient un peu dans les shopping malls, hein, dans les grands centres commerciaux. Les endroits les plus sûrs. Les plus sûrs, etc. Très protégés. Et du coup, à l'intérieur de ces centres, eh bien, il n'y a que la du McDo, de la pizza ou autre. Donc, pas facile de suivre un régime sain. Mais du coup, moi, j'ai après mon Erasmus à São Paulo, en juin, j'ai passé 2 mois à Fortaleza, là où habite la moitié de ma famille, au Brésil. Et là, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a la mer, il y a beaucoup de poissons. C'est plus naturel, plus varié, plus saine, plus naturel. Donc là, ça m'a permis de commencer un régime. Hein. Et je l'appelle vraiment régime parce que c'est ce que je m'imposais. Pas de matière grasse, pas de féculents. Pas de sucre, rien, donc c'était vraiment très triste quoi. C'était légumes, fruits et des protéines animales quoi. Okay. Rien de plus. D'accord. Là ça a été compliqué parce que effectivement j'ai réussi à perdre du poids mais très rapidement, donc du coup j'ai eu des frustrations déjà d'une parce que je mangeais que ça et de deux physiquement c'était pas mieux parce que je perdais des cheveux, j'avais pas trop d'énergie, je sentais qu'il me manquait quelque chose dans mon alimentation et là j'ai commencé à beaucoup lire. Des bouquins. J'avais quel âge C'était en 2013. Donc il y a 5 ans. 21 ans. D'accord. C'est ça. Donc tu prends conscience assez tôt finalement. Ouais, assez tôt. Parce que justement, c'est ce que je te disais, c'est que j'ai commencé à me documenter, à lire beaucoup, à regarder l'expérience d'autres personnes. Qui eux aussi ont perdu du poids, mais comment ils l'ont perdu? Est-ce que ça a été de manière saine? Est-ce que ça a été de manière rapide? Est-ce que ça a été de manière compliquée? Donc voilà, dans un premier temps, j'ai juste voulu comprendre comment le corps fonctionnait et comment il ingérait les aliments. Et là, en faisant la liste de tous les aliments qui étaient bons pour nous et que moi, je croyais pas très sains et qui allaient me faire grossir, genre l'huile d'olive par exemple, ou autre, eh bien j'ai réussi à faire une liste de tous ces aliments et de me dire, il va falloir que j'imagine des choses gourmandes et créatives pour que moi je me fasse plaisir de ma cuisine et mon alimentation en général. Et ça a payé parce qu'au final, j'ai continuer à perdre un peu de poids et à pas le reprendre tout en faisant plaisir sans frustration. Okay. Voilà. Et c'est super gratifiant parce que finalement la créativité dans la cuisine, d'une, on est très concentré sur ce qu'on fait, donc c'est un côté très apaisant, très relaxant. C'est une sorte de thérapie cuisine. Tout à fait. Ouais. Et quand on a le résultat devant les yeux, on est super satisfait de nous-mêmes finalement, parce que ça plaît. Et moi, c'est pour ça que je prends des photos aussi. C'est que tout ce qui est beau autour de moi me touche. Donc un coucher de soleil ou un lever de soleil, un arbre en fleurs, même un bâtiment qui est joli. Et du coup, je trouvais mes assiettes jolies. Hein. Ça regardait que moi, pour le coup, sur cette opinion. Et du coup, j'ai prenais en photo. Et quand mon ex m'a fait découvrir Instagram, j'ai commencé à les partager sur Instagram. Et est-ce que le fait de prendre tes plats en photo,
c'est une sorte de chronologie et est-ce que tu t'en sers pour mesurer le parcours, le chemin parcouru et est-ce que tu t'en sers aussi pour t'améliorer ou non, c'est vraiment que pour ton propre plaisir et tu dis si ça plaît à des gens, tant mieux. Alors ouais, en remontant sur mes premières photos Instagram, je vois qu'il y a vraiment un changement. C'est incroyable. C'est quoi ce qui a changé? C'est la prise de photos, c'est les couleurs du plat, c'est la manière dont tu l'agences, dont tu positionnes les ingrédients. C'est de se dire que je vois une photo d'il y a longtemps et je me souviens que j'étais éblouie par ce que j'avais fait et je le regarde aujourd'hui, je me dis c'est pas un truc de dingue. Et juste, mais ce qui est fou, c'est que ça me faisait quand même plaisir et que j'étais satisfaite de moi et que finalement l'évolution elle s'est faite naturellement. J'ai rien calculé, j'ai pas étudié, j'ai pas fait d'école hôtelière, j'ai pas fait d'école de cuisine, j'ai pas fait de CAP, mais ma cuisine elle a évolué naturellement et tout doucement quoi. Et ce qui est bizarre c'est que c'est juste que j'écris pas de recettes, je prévois rien. Moi comment je fonctionne c'est j'ouvre mon frigo, qu'est-ce que j'ai ? Ok j'ai envie de ça et tiens pourquoi pas si je faisais ça, ça pourrait être pas mal. D'accord. Et ensuite, le dressage, je le fais tout naturellement, sans calcul. Je voyais en préparant l'interview qu'à date, tu as testé environ plus de 300 lieux food. Ouais, en 1 an et demi, ouais. Ce qui est énorme. Ouais. Comment on fait pour tester la cuisine qui est proposée par plusieurs restaurants chaque jour? Parce que je disais que ton point de départ, c'est que tu étais en coloc à Paris. Tu avais... tu te sentais un peu mal ou tu étais un peu gêné de t'imposer à la personne qui te logeait à l'époque. En fait, l'histoire, c'est que j'avais un appart avec mes parents et là où je pouvais cuisiner comme bon me semblait. D'accord. Sauf que mes parents ont vendu l'appartement et ma mère avait une maison de fonction. Donc du coup, j'ai habité là pendant un moment. Et quand son contrat à elle s'est terminé, on a dû déménager. Vu que mon père habite en Normandie, ma mère était en Normandie, ma soeur était au foyer à l'ESSEC, son école de commerce, et moi, du coup, je me suis retrouvée seule à Paris. Et du coup, il fallait que je trouve un endroit. Sauf que mes parents ont acheté un appartement et c'était prévu que quand ma mère finissait son contrat, que moi, je m'installe dans cet appartement. Sauf que les travaux ont pris énormément de retard. Ça devait prendre 1 mois de retard, finalement 2, 3. Donc moi j'ai logé chez des potes. D'accord. Parce que je pensais que ça allait durer un petit moment seulement, peu de temps. Et finalement c'est pas le cas, donc j'ai vadrouillé chez des potes. Ensuite j'ai loué une chambre dans une école. Donc j'étais jamais chez moi, donc je pouvais pas cuisiner en fait. Et... Tu te sentais mal ? Ouais, j'avais pas. Déjà que les gens m'accueillir chez eux, je voulais pas dire vas-y je vais faire sentir la graille chez toi, je vais faire du bruit non, j'ai dit je vais manger dehors et puis c'est temporaire de toutes les façons, donc c'est pas grave. Finalement ça a duré énormément de temps et je mangeais effectivement matin, midi et soir dehors. Donc au niveau budget c'était assez incroyable. Mais ça coûte combien c'était quoi le rapport de ton budget nourriture par semaine devait être? Je comptais pas parce que j'avais pas envie de compter, parce que je savais que ça allait être un chiffre qui allait me déprimer et je voulais pas justement que la nourriture ma passion pour la nourriture empathise de ma situation de logement. Dégoûter. Non, pas du tout. Pas du point de vue financier, parce que pour moi une passion elle se calcule pas forcément tout de suite sur l'argent, pas à ce stade là en tout cas. Et du coup j'ai testé beaucoup de restos et quand j'ai commencé forcément j'ai cherché des adresses sur Instagram et notamment sur des comptes Instagram de blogueuses qui étaient food, qui postaient leurs bonnes adresses. Elles se prononçaient pas forcément, ou alors elles disaient que c'était super bon, etc. Et du coup, je suis allée dans un des restos où, tout en même temps, elles avaient fait à 1 semaine près la promo, leur apparition. Okay. Il y avait des photos, ça semblait tellement bon. Et j'y vais. Et oh déception, c'était terrible. C'était pas bon du tout. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Comment ça se fait que ça soit comme ça et que sur Instagram, le message est tout autre, quoi. Et finalement, en
en discutant avec d'autres gens, j'ai découvert que oui, il y avait des filles qui étaient payées ou qui étaient invitées et que la contrepartie, c'était de faire une belle photo sur Instagram et de dire que c'était bien, quoi. Et ce jour-là, moi, j'ai décidé de me filmer, en fait. D'accord. Sur Instagram. Et même, je n'avais pas beaucoup de followers, mais je m'en foutais. Je voulais C'était juste... quoi, un petit compte perso? T'avais une centaine de potes? Non, un peu plus. Je devais avoir 1000 personnes, quoi. Ok. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est déjà bien, mais c'était pas les 20K que ces nanas avaient, quoi. Et du coup, je me suis filmée et j'ai raconté mon expérience. Et là, je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire ça. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Et en fait, Paris, c'est 14 000 restaurants. Et il y en a beaucoup, c'est pas bon. Et il y en a beaucoup, c'est des attrapes touristes. Et les Parisiens en sont conscients. Et du coup, c'est compliqué parfois de trouver une vraie bonne adresse. C'est pas du magret qui arrive sous vide, déjà cuit, et on le met au micro-ondes et hop, c'est prêt. Moi, vraiment, je me suis dit, je veux manger quelque chose que la personne a donné de son âme un peu pour cuisiner quelque chose. Dans son plat. Et que ça soit bon, quoi. Que ça soit pas une arnaque non plus, que les prix soient raisonnables. Donc voilà, j'ai testé plein de restos et à chaque fois, j'ai fait des feedbacks filmés. Alors, forcément, il y a eu des restaurants qui l'ont très mal pris. Mais pour me défendre, en fait, je disais toujours ce que je pensais avant de me filmer au restaurateur ou au chef. D'accord. Voilà, ça j'ai pas aimé, pourquoi? Ça j'ai adoré, pourquoi? Moi je peux vous suggérer de faire ci, ça et ça. Ou le service, je pense qu'il pourrait être carrément amélioré. Et voilà, je disais toujours en face ce que je pensais. Et après je le disais sur Instagram. Mais tu leur faisais part de ton retour et de tes impressions au moment, après avoir payé, quand la personne te demandait alors comment ça s'est passé, ou de toi-même, tu te levais, tu allais dire écoutez, chef ou monsieur, de moi-même, voilà. De moi-même. Parce qu'il y a un gros problème à Paris, où je sais pas si c'est pareil en province, mais il y a des gens par réflexe qui vont dire ça s'est bien passé. Oui, très bien. Les gens vont dire oui, déjà. Moi, le premier, Si ça manque de sel, si ça manque de saveur, si le service est merdique, qui va le dire, quoi? Personne. Ouais, moi non, je le dis. D'accord. Pourquoi je le dis? Très bonne question. Je sais pas, ça fait partie de ma personnalité et il n'y a pas que dans la restauration, mais j'ai toujours été directe, franche et honnête avec tous les gens que j'ai croisés dans ma vie et je sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça que je suis et du coup je l'ai appliqué aussi à la restauration et à mes tests de restaurant. Et non, du coup quand on me disait est-ce que tout s'est bien passé, la personne limite partait tout de suite, elle me laissait même pas le temps de répondre et moi je disais non, voilà ce qui s'est passé, ça c'était moyen, ça c'était trop sec, c'était trop salé, mais j'évitais quand même que ça soit avec le serveur parce que je trouve que les serveurs ils sont trop détachés de ça en fait, ça les touche pas, ils s'en foutent, ils veulent leurs tips, c'est un boulot alimentaire très souvent malheureusement. La personne à qui ça va faire prendre conscience ou que ça va toucher ou qui va être ouvert au dialogue, ça va être le chef. Parce que s'il est un minimum passionné, ça va l'intriguer. Quelqu'un va s'intéresser vraiment à son boulot, quoi, à ce qu'il est en train de faire. Et je me dis que finalement, je me dois aussi de lui dire merci déjà d'une. Je dis toujours merci d'avoir cuisiné pour moi parce que quelqu'un qui me cuisine un plat, c'est quelqu'un qui veut me faire plaisir. Même s'il a passé son magret au micro-ondes? Non, ça je le sais, je fais un tri déjà. Ouais, non, je vais pas dans le genre d'endroit. Ça sert à rien, je vais pas me flageller. non, je vais pas dans ce genre d'endroit. Mais quand je sais que c'est du fait maison déjà, j'y vais et quand je sais que c'est pas le cas, de toute façon ça se voit. Quand les cartes elles font 3 km de long, c'est impossible. Et justement, je préconise des ardoises, je préconise des cartes courtes de saison. D'accord. Là, on a beaucoup plus de chances de tomber sur des adresses où c'est qualitatif. Les plats sont faits maison. Ah ouais. Et justement, quand tu es dans cette optique de dire je vais manger à l'extérieur matin, midi et soir, comment tu fais pour sélectionner les endroits dans lesquels tu vas manger? Instagram. Mais une fois que tu es devant le lieu, tu te dis pas il y a tromperie, la peinture elle me fait un peu peur, la carte, En fait, déjà sur Instagram, les photos me donnent envie et ça a l'air vraiment d'être du fait maison et bien fait. Donc je me dis, allez, go, c'est parti. Et quand j'arrive devant, si le lieu est pas beau par exemple, c'est pas grave ça. Moi ce que je veux c'est juste bien manger. D'accord. Et de deux, si je mange mal, oui effectivement il y a déception, mais je me dis toujours qu'il y a pire dans la vie.
c'est pas grave. Au contraire, j'ai la chance d'aller au resto, j'ai la chance de pouvoir me payer un dîner ou un déjeuner au resto. Même si c'était pas bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi aussi, ça me permet de faire le tri dans les adresses à Paris. Et autre chose, si c'est pas bon et que je le dis et qu'il y a un super bel échange avec le chef ou le restaurateur, finalement, je me dis que il y a beaucoup de choses à améliorer et que ça peut être le cas. Et je suis contente. Au final, je me dis, ça serait trop facile ou même je vivrais aucune émotion si j'avais pas des ratés dans les restaurants, quoi. Parce que au final, le dialogue peut être très beau et très enrichissant quand je donne mon feedback au chef, quoi. Après, il y a 2 cas de figure. Il y en a qui sont devenus des amis, qui ont vachement bien pris mes retours, et d'autres, ça n'a pas du tout été le cas. Et du coup, j'ai pas du tout insisté et je suis partie, quoi. Okay. Mais je peux le comprendre. C'est dur aussi d'être critiqué sur sa cuisine, surtout que moi, j'ai pas fait d'école hôtelière, j'ai pas de CAP cuisine, mais je trouve qu'en tant que cliente, j'ai tout à fait la légitimité de dire ça m'a plu, pourquoi, ça m'a pas plu, pourquoi. Et je trouve que chacun devrait avoir une opinion et qu'elle compte, en fait. Même si on n'est pas dans le milieu de la cuisine, la base, c'est de faire plaisir à quelqu'un. Et si tu fais pas plaisir à cette personne, t'as raté quelque chose. T'as raté quelque chose, ouais. Et donc pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie bien manger ? Bien manger sainement, tu veux dire, toi en aujourd'hui général, en tant qu'individu et... Bien manger, 0 produit industriel. 0 produit industriel. Rien de transformé. Tu veux un sneakers, tu le fais toi-même. Il y a plein de recettes sur internet, tu veux un truc qui ressemble, tu peux totalement arriver à ce goût-là. Tu veux manger une bonne salade, c'est pas une salade Sodebo, c'est une belle salade que toi t'as fait avec des produits de saison. Ça déjà pour moi c'est la base, c'est pas de produits transformés. Et de 2, au maximum des produits de saison. Donc encore aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de tomates, on trouve des tomates toute l'année, et c'est l'exemple qu'on prend à chaque fois, la tomate. Ouais. Mais c'est vrai, c'est que on veut tout de suite, c'est notre génération aussi. L'hyperconsommation. Ouais, et de se dire, on a accès facilement à plein de choses, et on devient un peu capricieux du coup, et exigeant sur ce qu'on voudrait avoir dans l'instant T. Et je suis persuadée que le fait de se forcer un peu, c'est même pas se forcer, c'est d'avoir cette logique de se dire la tomate elle pousse pas en décembre si j'avais un potager elle pousserait pas, donc pourquoi je voudrais la consommer, et qu'elle vient d'Espagne ou même d'autres produits qui traversent le monde pour venir sur notre assiette, alors que je trouve que consommer de saison et encore mieux si c'est du local, c'est soutenir notre agriculture, c'est soutenir notre pays, c'est soutenir des gens qui bossent comme des tarés, quoi. À côté de marques comme Sodebo, que j'ai cité, et qui font tous les stratagèmes possibles et au grammage près de chaque aliment qui est là-dedans, et des sauces qui sont chimiques au possible pour toujours gagner plus, quoi, sur ces salades. Et moi je me dis, mais quand je vois des agriculteurs qui sont malheureux, qui sont dégoûtés par leur travail, qui ont envie de se donner la mort parce qu'ils n'y arrivent pas, je me dis, mais pourquoi nous on ne les soutient pas par notre consommation ? C'est tellement mieux pour notre corps et tellement mieux pour la société en général. Pourquoi on ne le fait pas ? Et le déclic, je l'ai eu parce que quand je suis allée en Normandie en été, en fait j'ai pété un boulon à cause d'Instagram. Je faisais trop de restos, trop de posts, j'étais fatiguée, j'avais encore un peu grossi parce que j'allais trop au resto. Là je me suis dit, ok, mois d'août je fais une cure Instagram, je fais des trucs pour moi. Et j'ai décidé de retourner en Normandie, me poser un peu. Et je suis allée voir sur internet des producteurs de fromage. J'adore ça. Et là, je tombe sur une ferme tenue par une dame. Je lui envoie un mail, 2 mails. Elle me répond. Et, parce que moi, je voulais aller la voir, juste connaître son métier, voir ce qu'elle faisait de sa journée, etc. Et elle me répond et elle me dit « Ah, je suis pas sûre, qu'est-ce que vous me voulez, etc. » Je suis pas surprise de cette réponse parce que c'est vrai que dans les petits patelins, personne ne s'intéresse à ces gens-là, et quand c'est le cas, ils se méfient. Donc, et là, je lui ai dit « Écoutez, c'est juste que je suis passionnée
passionné de cuisine et de restauration, juste connaître votre métier, vous rencontrer, savoir ce que vous faites, quoi. J'insistais, et elle m'a dit bon d'accord. Donc j'ai pris ma bagnole et je suis allée dans un village qui s'appelle Saint-Vincent de je sais pas quoi. Et je suis allée dans cette ferme. Et l'histoire de cette dame, c'est qu'elle travaille avec sa fille et qu'elle a ses vaches. Et elle transforme ce lait pour faire de la crème fraîche, des yaourts, des fromages. Et elles sont toutes les deux. Et de 5h du mat jusqu'à je ne sais pas quelle heure le soir, elles bossent dans cette ferme. C'est un investissement sans fin. Ouais, comptent pas leurs heures. Et l'énergie dépensée est juste incroyable. Et je lui dis, mais pourquoi vous là, toute seule, et vous en tant que femme, c'est assez rare et tout. Elle me dit, figurez-vous qu'avant j'étais cancérologue. Et j'ai lâché mon boulot parce que mentalement c'était trop dur de voir des gens malades et mourir tous les jours. Et de deux, on sait que ces maladies, la plupart en tout cas, viennent de produits chimiques que l'on ingère directement ou qu'on met sur notre peau, comme des crèmes, mais aussi surtout la nourriture qu'on ingère. Et ça m'a tellement dégoûtée que j'ai décidé de faire mon propre fromage 100% naturel, bio, et elle met des graines, des super aliments, des pommes qui viennent du potager d'à côté, Et là je me suis dit, mais punaise, on mange des trucs qui sont mauvais pour nous et qui sont chimiques. Et de deux, en consommant ce genre de produits, on nourrit toute cette chaîne et ce genre de produits. Plutôt que de soutenir cette femme qui bosse comme une tarée, toute seule, avec sa fille. Et elle a une réelle légitimité parce qu'elle connaît, c'est une vraie scientifique, elle était cancérologue et elle sait pourquoi elle fait ça, quoi. C'est juste qu'elle veut que le monde soit meilleur, entre guillemets. Elle commence à son échelle pour espérer démocratiser par la suite. Et du coup, ces fromages après étaient vendus dans les autres villes, aux alentours, etc. Donc je suis ravie pour elle. Mais là, j'ai eu un déclic dans le sens où, ok, plus jamais je consomme des produits dégueux. Et j'essaye de privilégier au maximum des produits de petits producteurs locaux, des boulangers qui font du vrai pain, pas des farines qui sont déjà prêtes et il y a juste à mettre de l'eau. Voilà. C'est vraiment ça aussi que je cherche à faire dans ma consommation quotidienne. Du coup, tu prends conscience de tout ça. Plutôt, ma question c'est, après avoir pris conscience de tout ça, tu rentres à Paris, tu prends un boulot en tant que community manager et c'est là où J'avais déjà ce boulot. J'avais déjà ce boulot-là. Ouais, j'ai déjà ce boulot-là et ça va pas. Qu'est-ce qui fait que ça va pas? C'est juste que, comme je te disais, je fais quelque chose qui ne signifie rien. Je fais des plaquettes, des documents pour parler de téléphone. Sur la communication visuelle. Oui, j'organise des événements et pour faire quoi en fait? Vendre des téléphones fabriqués en Chine, je sais même pas combien sont payés les Chinois, ça se trouve c'est horrible. Et du coup, tout le contraire de ce que moi je préconise dans mon alimentation, c'est-à-dire de soutenir les producteurs français, des produits sains, naturels. Et les téléphones, on sait tous que leur production et leur utilisation, c'est parfois pas génial pour nous, quoi. Donc je me dis, franchement, déjà d'une, j'ai toutes ces valeurs qui sont en train de germer. Et de deux, je suis pas heureuse dans mon boulot, donc il va falloir que ça change, quoi. Donc ça, c'est septembre, quand je suis rentrée de Normandie. Et en 4 mois, j'ai pris ma décision. En décembre, j'ai créé mon statut d'entrepreneur. D'accord. Et en janvier, en revenant de vacances, j'ai annoncé à mon boss que je voulais partir. Ok. Et donc, intérieurement, tu te sentais comment quand tu as posé ta démission? J'avais l'impression d'avoir des ailes. J'étais ravie, contente de l'avoir fait, quoi, parce que c'est ce que je sentais au fond de mes tripes et c'est un rêve qui était caché, enfoui et que je refusais de voir. Et au final, je sais pas, par la force des choses, il prenait de plus en plus de place et je me suis dit non, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. Mais en même temps, j'avais super peur parce qu'il y avait une partie de moi qui était très attachée au matériel. Et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent? Est-ce que je vais avoir un confort de vie? Et je sais pas, en rencontrant des gens qui se contentent de peu. Des gens qui sont dans une dynamique minimaliste. Ouais, exactement. Ouais. Et je me suis dit,
Moi, de toute façon, tout ce que je consomme aujourd'hui, c'est de la nourriture, quoi. Quasiment. Je m'achète plus de fais pas de shopping, fringues. Non. Le seul truc, moi, mon autre passion, c'est la vaisselle. J'adore ça. La céramique, les assiettes artisanales, j'adore ça. Donc j'achète de la vaisselle. Et c'est mon seul plaisir, on va dire, vraiment matériel, quoi. T'as un dressing de vaisselle. Ouais, mais c'est vrai en plus, hein. J'en ai beaucoup. Et qui viennent de tous mes voyages. Okay. Donc, dès que je voyage, j'essaie d'acheter de la vaisselle. Mais j'achète une assiette, quoi. Donc j'ai jamais les mêmes finalement. Ma table chez moi, c'est une assiette différente pour tout le monde. Génial. Ouais. Donc tu voyages juste Et elles ont une histoire en plus, donc c'est ça qui est cool. Mais ouais, et du coup, psychologiquement, je me suis détachée de ce côté matériel, ça m'a aidé aussi à me prendre ma décision, à me lancer. Dire, est-ce que tu seras heureuse avec l'argent que tu vas utiliser pour acheter un nouveau sac ? Ou est-ce que tu seras heureuse en faisant un boulot que tu veux réellement et qui te passionne ? Donc le choix était vite fait, quoi. En faisant mes recherches, il y a une phrase que tu as dite qui m'a interpellé. C'est lors de mon retour du Brésil, je n'ai pas travaillé dans le domaine de la cuisine pour la simple et bonne raison que je n'étais pas prête à affronter le regard des autres. D'où mon premier job, plus par dépit que par envie, dans le design de parfum puis dans le marketing. De quoi est-ce que tu avais peur à ce moment-là ? Moi, j'avais peur d'être jugée, tout simplement. Pourquoi ? Alors, il y a un truc qui m'a marqué. J'avais un groupe de copines. On était ensemble toute l'école de commerce et après. Et il y a une nana qu'on connaissait de vue à l'école qui avait totalement lâché son boulot pour faire un truc hyper différent. C'était un truc artisanal, mais peut-être prof de danse ou je sais plus quoi, mais rien à voir avec l'école de commerce qu'on avait faite. Et je me souviens que les filles avaient dit franchement, payer 40 000 € pour faire une école de commerce et être prof de danse, ça me ferait chier, ou enfin, c'est n'importe quoi. Donc il y a eu ce côté jugement, et moi je me suis dit, oulala, du coup je vais être jugée exactement pareil, quoi. Et ça, c'est un truc qui me gênait, parce que par manque de personnalité, de confiance en soi, de peur de s'affirmer, on se dit, du coup, je vais pas prendre cette décision-là parce que je vais être jugée, moquée, ou alors juste tout simplement, mes parents vont me dire, punaise, on a dépensé tellement d'argent tu nous déçois. que tu sois cuisinière, quoi. Ouais. Et au final, non, c'est hyper bénéfique d'avoir fait cette école de commerce. J'ai appris plein de choses, et la communication, tout simplement. Et même toute cette ouverture d'esprit, de par les voyages que j'ai fait pendant mon école, les stages, les rencontres, tout ce que j'ai vécu, ça m'a construit et ça fait que je suis moi aujourd'hui. Donc non, je regrette rien du tout. Et c'est un super investissement. C'est pas le diplôme, moi, qui m'intéresse, parce que oui, c'est facile, hein. Il y a plein de gens dans cette école de commerce qui étaient nuls, qui voulaient rien faire, qui séchaient, mais finalement ils l'ont eu ce diplôme, mais ils vont en faire quoi ? J'en sais rien, je m'en fiche, c'est leur vie, mais moi je sais que cette expérience-là, elle a été bénéfique de par les rencontres que j'ai faites, et les stages, les voyages, tout, même les profs, hein. Les rencontres ont été assez formatives. Donc moi ce qui me faisait peur, c'est le regard des gens que j'avais côtoyés à mon école et même hors de mon école, et mes parents. Mes parents, parce qu'ils ont un job hyper sécurisant, dans le sens où ma mère, elle était à l'éducation nationale, donc elle était fonctionnaire. Ouais. Donc forcément c'est un métier très sécurisant, où on y reste toute sa vie si on veut, quoi. Et mon père, lui, a sa boîte. Et c'est une boîte familiale qui existe depuis plusieurs générations. Donc, il n'y a pas de raison que ça se plante. Et du coup, c'est lui qui gère la barque. Et il y a ce côté business, chef d'entreprise. Et c'est ce qu'il voulait pour moi. C'est pour ça que j'ai fait une école... Enfin, c'est pour ça qu'il était content que je fasse une école de commerce. C'est qu'il me voyait dans la boîte. Dans la boîte familiale. Aussi, peut-être. Ou être chef d'entreprise, quoi. Dans une grosse boîte. C'était pas le même rêve, quoi. Surtout que je suis sa première fille aussi, donc je pense qu'il en attendait beaucoup de manière différente, quoi. Et je pense que le côté juste être heureux, c'est pas suffisant pour eux. Parce que c'est une génération qui est pas comme nous. Enfin, eux, ils ont trimé pour avoir tout ce matériel, une maison, une voiture, une deuxième maison si possible, partir en vacances. Pour moi, cette génération, c'est je travaille pour
me payer des trucs qui vont faire que mon quotidien sera peut-être plus agréable à vivre. Moi, je pense autre chose, c'est mon travail va me permettre d'être heureuse. Et je suis consciente que je vais tomber sur peut-être des gens malveillants, je vais vivre des échecs, il va y avoir des périodes difficiles, mais au contraire, j'ai hâte de vivre tout ça, parce que je vais vivre justement, je vais ressentir plein de choses. Or qu'à mon boulot actuel, je ne sentais rien, je vivais rien, c'était plat. C'était plat, ouais, sans il n'y avait pas saveur. de challenge, parce que c'était pas... Il y avait aussi le fait que c'était pas ma boîte, donc là, je voulais faire des choses, mais eux pensaient autrement. Donc voilà, il y a plein de choses aussi qui font que je voulais faire mon truc, quoi. Et quand je me suis dit, j'en ai marre de vivre pour le regard des autres ou pour faire plaisir aux autres, même si c'est mes parents, je les respecte, je les adore, mais ils ont eu leur vie, ils ont eu la chance de la vivre comme ils ont voulu la vivre, et c'est à mon tour maintenant. Donc c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience que si j'ai envie de cuisiner, je cuisine. Tu vas t'écouter et tu feras ce que tu as envie de faire. Voilà. Je pense que quand ils verront que je serai dans quelques mois ou peut-être quelques années, et ils vont voir que je suis réellement heureuse et épanouie, le reste, on ne sera plus, quoi. Ça sera secondaire. Ouais, je pense. Tu parles beaucoup de voyages. Quand on regarde ton feed d'Instagram ou tes stories, effectivement, on voit que tu bouges énormément. Ouais. Pour Pâques, récemment, tu étais à Berlin. J'ai mangé un bretzel. Ouais, c'était pas mal d'ailleurs. En quoi est-ce que... Alors, hormis pour le côté je ramène de la vaisselle en guise de souvenir, mais en quoi est-ce que les voyages sont importants pour toi et pourquoi aujourd'hui tu partages tant ces voyages-là, ces trips avec ta communauté? Déjà, le partage de base, il est important pour moi. Je sais pas exactement pourquoi. Je me dis juste que il y a plusieurs raisons en fait. J'ai eu des messages de gens qui me disent voilà, je suis malade, ou moi j'ai pas la possibilité de voyager, ou j'ai des enfants, ou j'ai des problèmes financiers, je peux pas voyager. Et grâce à toi, je voyage. Ça, c'est un truc qui me pousse aussi à le faire. D'accord. Me dire que je peux peut-être améliorer ou faire sourire quelqu'un qui est dans un quotidien qui est pas facile. Et de deux, comme ce que je disais tout à l'heure, je m'émerveille de beaucoup de choses qui peuvent être très simples ou même futiles aux yeux d'autres. Comme quoi, par exemple? Enfin, tu parlais d'un bâtiment, tu Des parlais fleurs. de la vaisselle, des fleurs. Ouais, tout simplement. Ou un bâtiment que je trouve joli, ouais, exact. Quelqu'un qui le voit comme moi ou peut passer par là et ne voit pas ça. Et on m'a déjà dit que au travers de mes photos, oui, effectivement, je prenais des choses en photo assez futiles, mais que grâce à ça, ils se rendaient compte qu'il y avait des choses superbes qui traversent notre chemin et qu'on ne se rend même pas compte. Parce qu'on Et du coup, a la tête, parce qu'on baisse la ailleurs, tête, ou parce on trouve que c'est inutile ou que parce qu'on n'est pas en pleine conscience. on n'a pas peut-être aussi. l'œil. Ouais, je pense qu'on ne profite pas pleinement de l'instant aussi. On pense à autre chose. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances ou en week-end, mais ils pensent à leur taf, quoi. Ouais, c'est Dans hyper sa dur taf. aujourd'hui de déconnecter. Ouais, c'est hyper dur, mais moi la première, je fais plein de photos pour Instagram, donc je déconnecte pas totalement, mais en même temps, ça permet à d'autres de se rendre compte que, oui, un immeuble, ça peut être très joli. Ce que je partage aussi beaucoup, c'est la gratitude, en fait. D'accord. Dire aujourd'hui, moi j'ai de la chance d'être en bonne santé, j'ai de la chance de manger à ma faim, d'avoir un logement et de dire merci pour ça déjà. Il y a tellement de gens qui se rendent pas compte. Enfin, moi, mes voyages, ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses et notamment de voir les gens qui sont dans le besoin, qui sont dans la misère, notamment au Brésil, surtout au Brésil, je dirais. Et au Brésil, ils sont quand même heureux, quoi. Ils n'ont pas la moitié de ce que certains Parisiens ont et finalement, ils ont le sourire. Et moi, je me dis, il y a beaucoup ce côté religieux aussi, du coup, mais voilà, je dis juste merci, quoi. Merci juste pour ma santé, déjà ça. À Berlin, j'ai marché 30 km par jour. Enfin, c'est génial, quoi.
j'ai un corps qui permet de faire tout ça. Et voilà, il y a juste ce côté-là aussi, c'est de... Voilà, je partage ma positivité. Parce que j'ai envie qu'elle touche quelqu'un d'autre aussi, peut-être. Ouais. Et alors, rien à voir, mais tu vois, quand tu dis justement Berlin, je marche 30 km par jour, étant donné que tu voyages énormément, quand tu arrives dans une ville que tu ne connais pas, je prends pas le métro. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu cherches en premier? Je marche et j'ai envie de manger. D'accord. Ouais. Alors, je refuse de prendre le métro. Parce que pour moi, découvrir la ville, c'est pas découvrir par son monument ou son musée national. Oui, ok, ça en fait partie, mais c'est de découvrir le quotidien des gens, c'est de découvrir les rues, de voir les supermarchés, comment eux, ça fonctionne. Enfin, voilà, les différences, juste voir les différences avec nous en France. Et c'était quoi l'autre question? Ah oui, manger. Ouais. Avant de voyager, non, même pas. Je cherche pas les meilleurs spots. Un peu comme à Paris, je regarde sur Instagram et quand je vois des plats qui me touchent, j'ai envie de tester. Forcément, je fais une petite recherche pour voir est-ce que c'est un restaurant qui fait tout maison. Je regarde un peu le site, etc. Et là, je fais un programme. Là, j'avoue que je fais un programme. Je suis pas prête à me balader, à rentrer dans un truc imprévu où j'avais pas forcément prévu de le tester, quoi. Non, je me fais un programme de resto. Okay. Ouais. Et en fonction de ces restos-là, je me balade dans le quartier. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la partie culinaire qui impacte ton trip, ton voyage. Ouais, mais je veux absolument que ça soit pas que ça non plus. Effectivement, le fait que j'aille dans tel et tel resto, je me trouve dans tel et tel endroit et du coup, je visite le quartier. Mais je veux absolument voir la ville. C'est pour ça que je reste pas des heures dans les restaurants et les cafés. Je reste 1 heure, 1h30, pas plus. Et ensuite, c'est balade. D'accord. D'où les 30 km. Avec le recul, est-ce que tu te dis, tu regrettes la perte de temps, entre guillemets? Est-ce que tu dis que tu aurais dû ou pu commencer à vivre de ta passion plus tôt? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me dis que rien n'arrive par hasard. Si je devais me trouver à cet endroit, si je devais faire des choses, c'est parce qu'elles devaient se passer, elles devaient arriver. Au contraire, comme tout à l'heure, je remercie tout ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, toutes les expériences, la phase de un peu de dépression que j'ai eue, parce que ça m'a permis de réfléchir, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même. Non, aucun regret. Je regrette pas d'avoir fait une école de commerce au lieu d'avoir fait un CAP cuisine ou une école hôtelière, pas du tout. Je me dis que tout ce qui m'est arrivé, c'est grâce à ça que je suis moi aujourd'hui. Et au final, ça m'a renforcée dans le côté, merde, j'ai pas de formation, je suis autodidacte, mais je suis pas moins bien qu'un autre et je peux y arriver moi aussi, quoi. Complètement. Non, je regrette rien du tout. Il ne faut pas avoir de regrets. Et lorsque tu te lances, tu annonces à tes proches ton envie d'être indépendante. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui te disent ça marchera jamais ou tu fais une grosse erreur? Non, ils disent pas ça, mais mes parents, il y a que qui le disent parce que c'est normal, ce sont mes parents et que ce sont les premiers inquiets pour moi et ce sont les premiers qui ont envie que je sois heureuse et qui ont Mais après, on voit pas forcément les choses pareilles. Pour eux, être heureux, je pense que c'est pas ma définition d'être heureuse, mais qu'importe. Ouais, eux, ils m'ont dit tout de suite, fais gaffe, ça va être dur, quoi. Ils m'ont dit, attention, tu vas en chier. Donc, il va falloir que tu fasses attention. Enfin, voilà, ils ont peur. Ça, c'est clair. Mais jamais ils m'ont dit, tu vas pas y arriver. Ils m'ont juste dit que ça va être dur. D'accord. C'est toi, ça t'a... Je le savais déjà. D'accord. Ça t'a pas fait peur et tu t'es dit, j'y vais quand même. Bien sûr, oui. J'ai pris ce discours comme une inquiétude, pas comme un refus ou une contre-indication. Non, je l'ai pris comme une grosse inquiétude. Mais de toute façon, j'avais bien réfléchi avant et je savais que ça n'allait pas être facile. De toute façon, la vie n'est pas facile et il ne faut pas qu'elle soit facile. Il faut qu'elle soit faite de challenges. Et j'ai juste envie de les relever. En fait. D'accord. Ok. Tu parlais tout à l'heure du temps que tu passes sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Quel type de commentaires est-ce que tu reçois toi aujourd'hui lorsque tu fais part de tes critiques en story?
Est-ce qu'on est sur des gens qui sont bienveillants, des gens qui t'encouragent à perdurer, ou est-ce que tu as des commentaires un peu haineux? J'ai jamais de commentaires haineux, sauf si c'est le chef du restaurant que je critique. Et encore, c'est pas de la haine, c'est plus... Non, c'est pas de la haine, ouais, ils sont un peu fâchés parce que quelquefois, je fais pas d'éloges, mais c'est le jeu et malgré tout, je le fais de manière bienveillante. Je suis jamais agressive ou méchante. Voilà, je mets toujours quand même un peu de distance là-dessus. Et les gens, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Et c'est aussi grâce à ça que je me suis lancée, c'est que j'ai eu tellement d'encouragement, tellement de bienveillance. Les gens, ils croyaient plus que moi, en fait. Et ça m'a donné beaucoup de force. Mais ouais, les gens en général sont très très bienveillants. Après, moi, j'ai juste un petit souci, mais ça, c'est 2-3% de personnes qui me contactent sur Instagram. C'est le manque de politesse. D'accord. C'est-à-dire qu'on m'envoie un message, on me dit « c'est où ? C'est quoi ? Okay. La recette, point d'interrogation. » Et là, je dis... Ouais, je réponds. Je leur rentre dedans. Et je dis bonjour. Enfin, ouais, je leur rappelle que, punaise, je suis pas Siri, quoi. Je suis pas Google, je suis là, moi, Stéphanie Guillemette, donc je mérite un bonjour comme n'importe qui dans la rue ou au téléphone. Jamais tu vas appeler le SAV de ton iPhone et tu vas dire... ça marche pas. Ça marche pas, ouais, grave. Allô, ça marche pas. Non, tu dis bonjour, quoi. C'est la base. Et moi, Instagram, c'est un échange humain aussi, même si c'est à travers un écran. Et ouais, je rappelle. Je m'en fous que la personne elle est 80K ou 200, pour moi on est tous pareils. Il n'y a pas de différence. Tu me dis bonjour, je te dis bonjour, on se respecte tous, on est humains au final. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça, ce côté humain. C'est pas qu'une story Instagram, c'est bien plus que ça. Et ouais, je le dis à chaque fois. Ok. Je peux pas m'en empêcher. Quand je suis ton parcours, je vois notamment que le 10 mars dernier, tu as fait un brunch au restaurant Bio Zouzou à Paris. Mi-mars, tu es allé à Lyon pour organiser un brunch au Café Arsène. Ouais. Le 25 mars dernier, tu as collaboré avec le concept store Slow Paris pour organiser un brunch 100% végétal et sans gluten. En 2017, de mémoire, tu as organisé 5 brunchs en tout. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Comment est-ce que tu t'y prends pour aller démarcher des lieux et prendre la place en cuisine? Alors, moi, c'est ce que j'adore, en fait, c'est qu'il n'y a pas de démarchage. C'est hyper naturel. C'est fait de rencontres. C'est toujours fait de rencontres. En fait, il y a ce côté bienveillance et ce côté échange. Et quand on échange avec les gens et qu'on apprend ce qu'ils font, c'est là où on dit, tiens, pourquoi on ne pourrait pas faire ci? Tiens, pourquoi cette idée-là, elle est pas mal? Tiens. C'est juste des rencontres et un échange. Il n'y a pas de démarchage. Je suis pas allée chez Slow et je leur ai pas dit je suis cuisinière, est-ce que vous seriez prêt à me prêter la cuisine pour faire un brunch? Non. Slow, ça a été une rencontre, une vraie belle rencontre parce que Sabrina et John, ils ont tout lâché aussi pour faire ce resto, donc ça me ressemble d'une part, et de deux, j'ai eu un coup de cœur pour l'endroit. Et en discutant et en cherchant à connaître les gens, parce que je trouve que l'individualisme c'est tellement dommage et que moins on s'intéresse aux gens, finalement moins on fait de rencontres et moins on vit en communauté, quoi. Bref, et du coup elle a su ce que j'avais fait sur mon parcours et elle savait que j'avais fait des brunchs du coup et elle m'a dit mais si tu veux on en fait un génial ici, quoi. Et ça a été pareil pour Zouzou. Zouzou, c'est eux qui sont venus me chercher. Ils m'ont dit voilà, j'ai vu que tu faisais des brunchs. Est-ce que ça te dirait d'en faire chez nous? Moi, ce qui m'intéressait d'abord, sinon je dis oui à tout le monde, mais moi, ce que je voulais, c'était de savoir eux, c'est quoi leur philosophie. Nous, c'est que des produits bio et c'est que du fait maison. J'ai dit d'accord. On pense la même chose, donc ouais, grave, on peut travailler ensemble. On a les mêmes valeurs, donc ok. Et pourquoi est-ce que tu focuses le brunch? Pourquoi est-ce que tu te focuses pas sur un seul plat? C'est quoi l'image du brunch pour toi? Je trouve que le brunch, malheureusement, ça peut être un repas qui n'est pas du tout sain. De par la quantité déjà de nourriture ingurgitée et de par l'offre. Un brunch, c'est des croissants, du Nutella, du beurre, du pain. Ensuite, on passe à une grosse assiette. Ensuite, on passe à un dessert. Fromage. Voilà.
Et moi, j'en avais marre d'aller à un brunch où il y a tout ça. Parce que j'ai pas envie de manger de pain, j'ai pas envie de manger un croissant qui vient d'une boulangerie, et je ne sais pas laquelle est-ce d'ailleurs, et est-ce que c'est un vrai croissant? Et j'ai pas envie de me gaver de pain et de croissants alors que je pourrais les acheter moi-même et dans une boulangerie où je suis sûre que c'est bon. Et voilà, et de sortir en roulant du restaurant et de me dire j'ai trop mangé, en plus c'est pas très bon pour la santé quoi. Et là je me suis dit tiens, moi je vais faire un brunch sain. Parce que l'offre qu'on a aujourd'hui elle est pas saine, pas assez en tout cas, et pas assez démocratisée. Donc ouais, je me suis concentrée sur le brunch parce que en plus j'adore ça. Tu pourras en faire tous les matins? Ouais, on va pas exagérer, mais ouais, j'adore ça. Bah, à Berlin, on a fait beaucoup de coffee style brunch. Hein. Mais ouais, je voulais juste proposer une option saine, en fait. D'accord. Et différente. Je voulais pas l'éternel croissant, la tartine. À chaque fois, c'est un menu différent et un truc un peu créatif, quoi. Quand tu prends place en cuisine, quel sentiment t'habite? Quand on te dit ok Stéphanie, c'est toi qui as les rênes, tu gères un brunch pour sur la journée, tu gères un brunch pour je sais pas 50, Alors, 60 comment personnes. ça se passe? Les brunchs, un mois avant, j'envoie le menu au restaurateur et il me dit oui ou non. Ou alors il faut modifier telle et telle chose. En général, c'est toujours oui. D'accord. Il y a quelques petits trucs qu'on modifie, mais rien de méchant. Tu fais les courses ensuite ou c'est eux? Non, c'est eux qui font les courses, ouais. D'accord. C'est eux qui font les courses, mais moi je leur donne toutes les quantités. Toute la liste des ingrédients et les quantités. Et vous savez à peu près pour combien de personnes sur... On se table sur un chiffre déjà préétabli. Ok. Et ensuite, la veille, on fait toutes les prépas. La veille, on passe notre temps à faire la cuisine pour le lendemain. C'est titanesque comme Ouais, mouvement. ouais, grave. Surtout que chaque cuisine a des équipements différents. On va de Slow qui a des mixeurs et un four, D'accord. à Zouzou qui a une cuisine un petit peu plus élaborée mais pas trop de place, et Café Arsène, là c'est la cuisine 5 étoiles. D'accord. Et je suis très contente d'avoir fait les trois types de cuisine parce que finalement je me dis que je peux m'en sortir dans les trois assez facilement quoi. Il y a beaucoup de boulot. À la fin, je suis... T'es toute seule à cuisiner? Non. Soit on est avec Céline, qui fait les brunchs avec moi chez Slow. Elle a fait aussi chez Zouzou, qui est une autre nana qui s'est lancée aussi dans la cuisine. Et des amis, il y a aussi Roxane et Mathilde qui s'appellent les Petites Françaises sur Instagram, qui elles ont créé leur entreprise de tasses comestibles. Donc là aussi, pour aider à lancer leur projet, on a fait un brunch où les gens pouvaient avoir une tasse comestible à la fin du repas. Donc voilà, c'est pareil, c'est des rencontres, ça. C'est des filles que j'ai rencontrées sur Instagram et finalement, on est devenues amies et tout s'est bien passé, quoi. Mais non, on est plusieurs, parce que toute seule, non, je pourrais pas. Impossible. Trop de boulot, trop de choses à faire, des quantités énormes. Et mon état d'esprit en prépa, tout va bien. Je suis très concentrée en fait. Je parle pas beaucoup, c'est pas de la rigolade, parce que j'ai envie de bien faire. C'est militaire? C'est pas militaire, c'est juste concentré. D'accord. Très bienveillant, relax et tout, mais c'est pas la foire quoi. Ouais, t'as une marche à suivre. Ouais, je suis T'as concentrée. des choses à sortir. Je suis concentrée, je goûte tout, j'ai vraiment envie que ça ait du goût, j'ai vraiment envie que ça soit bien. Parfait. Ouais. Et le jour par contre du brunch, je suis dans un stress pas possible. Tu guettes la réaction des gens? Non, même pas, mais moi je stresse parce qu'il faut une mise en place, il faut dresser, il faut aller vite, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit beau, et moi je me mets dans un stress parce que j'ai pas encore 100% confiance en moi. D'accord. Plus j'en fais, mieux ça va, mais ça prend le temps que ça prend quoi. Comment tu fais pour réussir à prendre des décisions? Au feeling. Du coup, ce feeling, tu l'as aussi dans ta cuisine au quotidien? Ouais. Et quelle place t'accordes au feeling aujourd'hui? Au moins 50%. Au moins 50% c'est du feeling. Parce que je sais pas, je ressens des choses et j'ai envie de me faire confiance. Avant j'étais très 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 cérébrale, hein. Je réfléchissais à tout. Je pouvais faire un scénario de 30 solutions et de possibilités en 30 secondes quoi. Aujourd'hui, je suis fatiguée mentalement, même du coup physiquement ça me fatigue et j'ai juste envie de me laisser vivre un peu quoi. Ouais, me faire confiance. Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme un médecin?
Non. Non, non, non. Non, parce que je suis persuadée que déjà, toute personne est différente face aux aliments. Une personne ne va pas ingérer de la même façon des nutriments ou des aliments. Et on le voit déjà avec le gluten. Il y a des gens qui peuvent vraiment pas tolérer le gluten. D'autres qui, comme moi, j'ai beaucoup de chance d'ailleurs, et j'en mange beaucoup, peuvent manger du gluten. Mais ça, c'est parce qu'on est fait et formé différemment. Et pour moi, être médecin, c'est avoir des patients et de faire un bilan personnalisé. Ouais. Et c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Moi, au contraire, j'aimerais démocratiser une cuisine saine. Certes, quand on va dans le sans lactose, sans gluten, on va un peu plus loin dans la personnalisation. Enfin, on va dans la personnalisation d'ailleurs, ce que je peux faire. Mais non, je suis pas médecin parce que je pratique pas sur un individu. Au contraire, j'aimerais que ça soit diffusé au maximum. Ce côté cuisine maison, 100% naturel, si possible avec des produits locaux et non transformés. Produits de saison. Ouais, produits de saison. C'est pour ça que tu fais des brunchs à travers la France? Pour J'aimerais essayer d'aller... bien de toucher un public un peu plus loin. Peut-être après hors France. J'aimerais bien aussi. On m'a déjà demandé, mais je ne vais pas brûler les étapes. D'accord. Je veux déjà faire les choses, moi, comme je les ressens et bien. Et je veux être satisfaite de ce que je fais, mais je ne veux pas brûler les étapes. Je me dis que j'ai 26 ans, ça va. J'ai le temps. Encore le temps. Et justement, le développement, toi, tu le vois comment aujourd'hui? C'est très difficile à dire parce que j'aimerais faire beaucoup de choses et aller... oui, bien sûr, j'aimerais aller loin dans ce que je fais. J'aimerais bien sortir un livre de recettes. J'ai des recettes que j'ai écrites. J'ai le livre, mais il faut que je trouve quelqu'un pour le sortir. l'éditeur. Ouais, exact. Déjà ça, par exemple. Et ouais, j'aimerais bien avoir mon resto. D'accord. Dans 2-3 ans. Et je le ressens de plus en plus. Parce que quand je vais dans un resto où je cuisine, j'ai limite envie de lui voler son resto, quoi. Je veux que ça soit T'as envie mon de truc. t'approprier les lieux. Je veux que ça soit mon truc. Ma cuisine, ma façon de faire. Forcément, c'est pas possible et c'est logique, hein. Il n'y a pas de mal, mais c'est un signe de la vie qui me dit un jour tu vas l'avoir ton truc, quoi. Comme tu as envie de le faire, quand tu as envie de le faire, la cuisine que tu veux faire. Et voilà. Ouais, Tu seras heureuse à ce moment-là? oui. Mais pareil, ça va être dur, hein, parce que je sais que monter son resto, c'est un travail titanesque, ça demande beaucoup d'énergie, une vie sociale pas très... qui bouge pas trop, Ouais. quoi, hein, on va dire. Mais bon, ça, je bois pas, je fume pas, j'aime pas aller en boîte, donc ça me dérange pas trop. Mais ouais, faut pas avoir une famille avec 4 enfants. Enfin, Elle sera pas forcément compatible au début. pas au début, non, je pense pas. Mais ouais, j'aimerais bien avoir mon resto, ouais. Aujourd'hui, tu arrives à garder du temps pour toi? Ouais. Et c'est mon point d'honneur. Donc je vais au sport tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Sauf le dimanche. Enfin, il y a un jour Jour dans la des semaine. séries? Ouais, Jour un de jour du nettoyage Seigneur, de la j'allais dire. vaisselle Mais non, j'ai même pas le temps de regarder les séries par contre. Ni de films, c'est rare. Des sketchs? Ouais, ni les sketchs des inconnus. Mais le sport, c'est primordial. Déjà, de base, je suis une hyperactive. Donc, j'ai besoin d'un truc à haute intensité pour déstocker l'énergie que j'ai en moi, on va dire. Donc, je suis une adepte de tout ce qui est bootcamp, cross-training, vélo, hit training. J'adore ça. Et tous les jours, je vais à la salle de sport. Pas parce que j'ai envie de maigrir, j'ai envie de brûler les calories que j'ai ingérées aujourd'hui, rien à voir. Ça l'a fait un temps, j'avoue, mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je le fais pour moi, parce que c'est un moment où je me sens bien, c'est le seul moment où je fais à 100% des choses pour moi. Donc ouais, c'est important que je l'ai au moins une fois par jour. Dans la configuration actuelle de ton job, qu'est-ce qui te demande le plus de temps? Est-ce que c'est de prendre des photos? Est-ce que c'est de poster ces photos? Est-ce que c'est de planifier les prochains brunchs? Enfin, comment tu arrives à répartir ton temps aujourd'hui entre le sport, ton activité? Alors il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai la capacité à m'éparpiller très facilement. Et c'est vrai qu'Instagram, ça prend beaucoup de temps parce que je reçois beaucoup de messages, je suis beaucoup sollicitée pour
des adresses, des recettes, etc. Donc ce que je fais, c'est que je sais que quand j'ai un truc à faire, je fais ça. Tu tournes ton téléphone, tu l'éloignes. Et je fais ce que j'ai à faire. Et je suis tellement plus efficace. Ça, c'est juste en essayant, dire bon bah voilà, je fais un test, je laisse et puis on va voir ce que ça donne. Il y avait un truc, je devais écrire 3 menus de brunch, écrire un contrat pour un client. Je me suis dit ça va prendre 4 heures, c'est pas possible. Ça m'a pris 1h30. Parce que j'ai retourné mon téléphone et que j'ai dit je focus là-dessus et basta quoi. Et non, je pense que c'est toute cette gestion de temps, c'est juste une discipline. Savoir prioriser ses tâches quotidiennes et se dire ok, il faut que ça soit fait aujourd'hui et je ne déporte pas quoi. Ça c'était très dur à me l'imposer, mais ça va, je commence à y arriver là. Donc ça fait partie d'une de tes routines par exemple. Ouais. T'en as d'autres, hormis le sport? La balade. Il faut absolument aussi que je change d'air un petit peu. Donc, j'aime bien me balader dans Paris, une demi-heure, 3/4 d'heure, faire un quartier. Ensuite, je vais dans un coffee shop travailler ou je rentre chez moi travailler. Mais juste changer d'air. Voilà. Un bon bol d'air et après, ça repart. Je me dis qu'il faut vraiment sortir de là aussi. Sinon, il y a trop de... Déjà que quand ton métier, c'est ta passion, c'est omniprésent. Du coup, c'est important de prendre un moment où tu souffles. Il y a un de tes posts qui m'avait un peu marqué, c'est tu t'annonçais que tu venais de démissionner. Donc tu venais d'aller prochainement quitter ta boîte, il te restait je crois une semaine et tu disais oh là là, mais aujourd'hui je me demande ce qui m'a pris. J'ai peur mais bon, je vais quand même y aller. Comment tu arrives à gérer tes peurs? Maintenant j'ai plus peur parce que ça y est, je suis lancée, mais j'avais peur de... Bon, ok, le lendemain de mon dernier jour, donc premier jour de liberté, entre guillemets, qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Au final, j'avais plein de trucs à faire. Mais c'est ça que j'avais... Moi, ma peur, en plus, en tant qu'hyperactive, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais avoir quelque chose à faire? Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que je vais avoir des projets? Est-ce que... Au final, on se la crée. On se crée la vie qu'on a envie d'avoir. Oui, certes, ça tombe pas du ciel, les clients, etc. Mais voilà, les rencontres, ou même toi et moi aujourd'hui, se dire ok, bah, je la rencontre cette personne, peut-être que tu vois, en allant venir te voir, je vais tomber sur un truc ou je sais pas, un projet. Je prends une belle photo d'un bâtiment. Voilà, tout à moi. Bon, bref, ouais, cette peur de rien avoir à faire. Et comment j'ai surpassé cette peur? Je pense que les gens sur Instagram m'encouragent tellement que je me dis, si eux ils y croient, je peux y croire aussi quoi. Et ouais, non, c'est très aussi psychologique. Moi je me retrouve sur moi-même, je pense et je me dis de toute façon c'est fait, tu verras, il faut que je me fasse confiance quoi. C'est beaucoup de méditation quoi. Je me parle à moi-même. Mais ouais, l'encouragement des personnes qui me suivent sur Instagram, c'est primordial. C'est pas que c'est primordial, parce qu'un jour tout peut s'arrêter, un jour tout ça peut disparaître. Mais c'est un bon coup de pouce, ouais. C'est un bon coup de pouce, carrément. Ouais, c'est une béquille en plus. Ouais. Et du coup, selon toi, on est responsable de notre bonheur? Complètement. Parce que, imagine... Parce que déjà, le bonheur, pour moi, c'est pas 100% de ton temps, hein. C'est des petits moments, plus ou moins longs. Mais le bonheur, c'est un état d'esprit. Est-ce que je vais me laisser bouffer par un mec qui me klaxonne dans la rue parce que je mets du temps à me garer et du coup, je sors de ma voiture et... En furie. Voilà. Ou est-ce que je me dis... On se détend, je me gare, tout va bien se passer et on oublie cette personne qui a essayé de bouffer ma journée. Non, moi je me dis que c'est à nous d'avoir l'attitude. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de passer une bonne journée? Oui. Donc je vais pas avoir une attitude qui va faire que ma journée va être gâchée. Je vais avoir une attitude qui va faire que ma journée va être merveilleuse. Et ça, tous les jours je me le dis. Je me réveille, je me dis, est-ce que j'ai envie de passer une bonne journée? Ouais. Fais tout pour... dans ton attitude et dans ta façon de penser pour passer une bonne journée. Donc déjà, je remercie. Je me lève, je me couche, je remercie. Donc déjà, ça, c'est hyper positif pour commencer sa journée. Ok. Il y a un poète latin qui s'appelait Lucrèce,
qui disait l'homme est ce qu'il mange. Selon toi, quels sont les bons réflexes à adopter pour mieux se nourrir, mieux manger? C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, zéro produit transformé. Donc les plats préparés, Picard, le stu cru, ou toutes les pasta box, etc. Ça, c'est On mort. oublie. On oublie, ouais. Et je pense que le bio, ouais, c'est important parce qu'il y a énormément de pesticides dans certains produits, fruits et légumes. Dans le bio, c'est prouvé qu'il y en a un petit peu aussi, mais à moindre échelle. Et je pense que c'est important de consommer des produits 100% naturels et bio si possible. Ouais. Ok. Ouais. Dernière question. Sanasté, ça vient du latin sana, qui veut dire sain. Pour toi, c'est quoi être sain aujourd'hui? Pour moi, être sain, c'est être bienveillant envers les autres et envers soi-même. Et du coup, quand on est bienveillant envers soi-même, on veut se faire du bien, donc que ce soit au travers du sport, au travers de l'alimentation, au travers de notre façon de penser. Et bienveillant avec les autres, moi je suis sûre que si on diffuse la bienveillance, nous-mêmes on se sent bien parce qu'on fait quelque chose de bien pour les autres. Et ça a effet boule de neige, j'en suis persuadée. Donc ça, c'est être sain d'esprit. Et si ça peut toucher d'autres personnes et que ça fait effectivement effet boule de neige, tout se recoupe. Pour moi, c'est ça, être sain. Et après, le reste vient tout seul. Ok. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui ont envie d'en savoir plus sur toi, de te découvrir, peut-être de te piquer des recettes et de les reproduire chez eux? Sur Instagram, ouais, directement. C'est là où je suis le plus visible. Je me filme souvent. Quand je teste pas des restos, je cuisine. J'adore aussi avoir des petits moments de discours façon développement personnel. Et ouais, surtout sur Instagram. Mais si vous voulez des recettes, c'est en MP, message privé. Peut-être que je les donnerai. Voilà. Super. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis, merci, c'était avec grand plaisir. Le meilleur pour la suite et bon courage pour tes débuts. Merci beaucoup également. Merci. Salut.